faire de mal à votre planète. Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Nora Hamzaoui. Bonsoir. Alors Nora, vous avez débuté en écrivant des sketchs pour Scène de ménage pour M6. Avant de vous lancer dans le one-man show, vous êtes dit, si Anne Roumanoff arrive à faire rire les gens... Non, je ne me suis pas dit ça. Non, c'est vous qui vous avez dit ça. Tant pis. On vous compare parfois à Florence Foresti, mais Ouais. pas physiquement, rassurez-vous. Ah non, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, mesdames, messieurs. Eddie Mitchell, 71 ans, et toujours la banane. Un big up. Alors, Eddie, vous vieillissez très bien, et en général, on rajoute par rapport à Johnny. C'est pas gentil, ça. Frédéric Mitterrand. Frédéric, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour une révélation époustouflante. Vous seriez désormais le neveu de Nicolas Sarkozy. Oui, 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 c'est un sûr. scoop, oui. Ouais. Et Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Alors, top à la philo dans Salut les terriens. Après Luc Ferry la semaine dernière, Michel Onfray cette semaine. Vous pensez quoi de Luc Ferry? Enfin, je veux dire, capillairement. On a le même coiffeur. Ah oui, c'est sûr. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Cathy Cavallero, qui nous racontera dans les détails son incroyable expérience de mort imminente. Nous sommes ensemble sur la Terre jusqu'à 20h25, en compagnie d'Égrémont de Fortune. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous vous souvenez, regardez. Oui. Bonsoir. Mais non, c'est vulgaire. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, pas une petite voix de fossé, une Ouais. voix un peu virile quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, il vaut mieux dire bonjour, vraiment. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est stupide. Je ne me souvenais pas de ça, c'est drôle. Alors, C'est presque un peu comme dans la cage aux folles quand il lui apprend à, voilà, c'est à la tartiner biscotte. sa biscotte. C'est la ouais. biscotte, Ouais, effectivement. ouais. Alors, Frédéric, vous êtes ici ce soir dans SLT, car vous tentez de battre le record du plus grand nombre d'émissions télé à la suite pour parler de votre nouveau livre. Il n'y a que Belle toute nue que vous n'avez pas faite, hein. Oui, oui. On va proposer Déshabillez-vous déjà. Ah bah oui, très bien. Et c'est sur Public Sénat. Ah oui. J'envisage sérieusement de le faire. Alors, Frédéric, vous publiez chez Robert Laffont La Récréation, journal de bord et journal intime des 3 années que vous avez passées comme ministre de la Culture et de la Communication sous Nicolas Sarkozy. 3 ans en immersion au gouvernement, un peu comme Florence Aubenas quand elle va travailler avec des femmes de ménage, finalement. Oui, mais c'est une référence qui est tout à fait exacte, parce qu'en vérité, c'est un livre que j'ai lu juste au début, qui m'a beaucoup frappé, et j'ai trouvé que le ton qu'elle avait était absolument génial, Ouais. voilà. Alors, le livre fait 700 pages. Oui. Je ne pensais pas qu'il y avait autant à dire sur votre message du gouvernement. Mais si, en fait, il C'est faisait fou. 1500 pages au départ. Ah oui, J'ai coupé évidemment. la moitié, oui. Vous voyez. C'est marrant quand même tous ces livres d'anciens ministres qui nous disent qu'en fait ils n'ont rien foutu quand ils étaient au gouvernement. Ah oui, oui. Mais enfin, moi, je ne dis pas vraiment ça. Hein. Je Ouais. dis que j'ai fait pas mal de choses. Mais simplement, je voulais raconter ma propre expérience dans le milieu du monde politique, comme j'aurais fait si j'avais été chez les chauffeurs de taxi ou les chanteurs Ouais. d'opéra. Ou, voilà. Ouais. C'est un peu Tintin dans le Oui, monde c'est de, Tintin au de la gouvernement, politique. oui. Ou Rantanplan, quelquefois aussi. Pendant 3 ans, Frédéric, vous avez été le André Malraux de Nicolas Sarkozy. non, c'est une vanne, c'est une vanne. Dans le milieu avec Thierry, c'est qu'on ne sait jamais. Oui. Alors, vous avez quand même été ministre de la Culture du président qui disait Roland Barthès au lieu de Roland Barthes, quand même. Moi, j'ai jamais entendu dire ça. J'ai l'audition sélective. Alors, c'est vrai, sérieusement, qu'il voulait que les cendres de Claude François soient transportées au Panthéon. Oui, et d'ailleurs, il avait envisagé aussi de sponsoriser, de parrainer l'entrée de Thierry Ardisson à l'Académie française. Ah ben ça, oui. C'est déjà moins étonnant. Et ça, on a failli arriver, hein. On a failli arriver. Alors, François Mitterrand aura laissé la pyramide du Louvre, Jacques Chirac, le musée du Quai Branly, et Nicolas Sarkozy, le Fouquet's.
Oui, c'est un peu facile de dire ça. Bah parce non, qu'il- qu'est-ce il est qu'il a pas le seul. fait sur le Il- plan architectural? Bon, d'abord, il y a la Philharmonie. Quand elle va ouvrir, elle aura été sauvée par Nicolas Sarkozy. C'est bien, vous êtes fidèle au moins. Oui, bah oui. Et le Mucem à Marseille, qui était a priori une idée un peu folle, on attendait 200 000 visiteurs cet Ouais. été, il y en a eu 1 million quand même. Ouais. Donc il y a quand même des choses qui restent. Alors, vous avez distribué pas mal de Légions d'honneur. Pourquoi une Légion d'honneur à Daniela Lombroso, par exemple? Non mais... Mais elle l'avait eu avant. Avant. Avant que je n'arrive. Et Salma Hayek, pourquoi la Légion d'honneur à Salma Hayek? Mais Salma Hayek est une actrice très importante, hein, quand même. Et elle a contribué à donner à Frida Kahlo une notoriété internationale. Donc, On aurait sans pu problème. donner les arts et lettres, je veux dire, ça suffisait, non? Alors, il y a un truc qui est très marrant, c'est que votre vrai problème, en fait, c'était votre maladresse avec les seins des filles quand il fallait épingler les décorations. Bah oui, Regardez. c'est toujours compliqué, oui. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas l'habitude? On a toujours peur de les piquer. Bah oui, c'est ça. Et là, si on met là, on pique. Si on met au milieu, bah, il faut aller rechercher la médaille après. C'est compliqué aussi. Terrible. Vous n'avez pas géré ça. Alors, dans ce livre, vous affirmez avoir été frappé par la beauté physique de François Fillon, mais aussi du député Franck Riester, Jérôme Cahuzac, Laurent Wauquiez, Manuel Valls. Oui. En tous les cas, votre livre est très différent de celui d'Henri Guénaud. Hein, ça, c'est... Mais pas pas exactement dans C'est le pas même domaine. pareil, Oui, voilà. c'est pas pareil. Oui. Et Poutine, vous le comparez à Daniel Craig. Ah bah oui, quand il sort de sa voiture, de sa Maybach, super Ouais. Maybach, super blindé, etc., il ressemble à Daniel Craig. C'est Ouais. incroyable. Michel, vous êtes intéressé par ce décryptage de la vie politique par Frédéric Mitterrand? Pas forcément. Le petit cul de Laurent Wauquiez, ça vous... Non, je ça parle vous- pas du petit Ça ne cul me de donne pas Laurent envie Wauquiez, d'adhérer à l'UMP, non, pas du tout. Non, je crois que l'agriculture n'a pas besoin de ministre, mais bon, il y a des ministres de la culture, il faut faire avec. Ouais. Voilà, oui. oui. Et vous savez que les artistes ont besoin d'un ministre, quand même. Ils ont besoin d'un ministre Pas sûr, pour... pas sûr. Enfin, bon, on n'est pas d'accord. Enfin, les artistes qui auraient besoin d'un ministre n'ont pas eu un ministre qui s'est occupé d'eux, et puis les autres qui n'ont pas besoin des ministres, Ah, ont des yes. ministres qui les subventionnent avec l'argent du contribuable. Ministère des copains, Oui, des c'est le coquins. principe. Oui, oui. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, ça fait Mais on rien. n'est pas là pour débattre de ça. Vous ne serez pas étonné, Frédéric, que je vous fasse une interview par amour. Alors, Frédéric, est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Bien sûr. Vous voulez dire pour changer de sexe jusque-là? C'est trop tard. Si c'est vous qui me faites la proposition, j'étudierai la question. D'accord. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à ce qu'il ait un amant? Oui. Oui, ça vous gênerait pas Ah, que pas votre- du tout. La fidélité, pour moi, était une chose essentiellement morale. Donc, Ah oui. ça ne me gêne pas. Oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous seriez prêt à vivre à trois avec l'amant de votre amant? Oui. Bon. Oui. Peut-être à condition que je ne sois pas obligé de repriser ses chaussettes. Oui. Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à aller dans des clubs échangistes? Ah, Si c'était son truc au mec. oui. Mais alors, écoutez, il ferait chou blanc, hein, parce que vraiment, moi, Ouais. je suis vraiment... Vous je le sais- regarderiez. Oui, je suis vraiment l'imbécile qui couche avec sa femme dans les partouzes. Hein, vraiment. Comme les Belges. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je n'ai pas voulu le dire. Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à prendre 20 kilos? Pour l'instant, faute d'amour, je suis en train d'en perdre 10. C'est bien. Voilà. Est-ce que, par amour, vous seriez prêt à arrêter de fumer des pétards? J'ai jamais fumé de pétard de ma Arrête, vie. Frédéric. Jamais. Ah bon? Jamais. Je sais même pas comment ça marche. Ah bon? Non, c'est vrai. Est-ce que vous seriez prêt à arrêter de prendre de l'opium? Mais j'ai jamais pris d'opium de ma vie. Vous allez mourir sans avoir connu l'opium. Mais oui, et comme vous, Thierry, vous allez mourir sans avoir connu certaines choses. Ah oui. J'ai essayé quand j'avais 18 ans. Ça s'est très mal passé. Il faut insister, il faut insister. Nora Mzaoui, rebonsoir. Alors, selon le magazine GQ, vous êtes l'une des bombes de la rentrée télé. On pourrait même dire une bombe artisanale d'origine syrienne, mais ça foutrait la trouille à tout le monde. Vous êtes une bombe. Bah, non, mais ça fait très plaisir. Non, mais on croit que les filles, quand elles font de l'humour, elles sont supposées être dégueulasses. Bon, Ouais. Alors, quand vous étiez plus jeune, vous preniez des cours de théâtre avec Franck, un prof dont vous étiez très amoureuse. ouais, j'étais en CP. Oui, d'accord. Ça ne vous empêchait pas d'être amoureuse de Franck. Non. Hein. Un jour, en jouant Le Petit Prince, vous avez oublié la seule phrase que vous aviez à dire. C'est pas terrible. pas de peau, hein. Et alors,
votre frère, vous êtes tellement pourri que vous avez arrêté pendant 5 ans. Hein. Bah ouais. Ouais, bah oui. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque Noël, on m'en parlait. Je passais pour une phrase à retenir. C'est quand même pas. Eh ouais, le trac. Alors vous reprendrez en fait à la fin du collège, au cours Florent, ensuite fac de droit, le CELSA, des piges pour la presse féminine, des sketchs donc pour scène de ménage et votre One Woman Show ensuite, qui actuellement est au gymnase. Ouais. Alors je recommande ce spectacle à tous les hommes qui nous regardent. Ça leur permettra de mieux comprendre le fonctionnement des femmes et c'est assez flippant. Bah ouais, mais en même temps, ça rassure beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui, à la sortie du spectacle, m'ont dit « Ah, bah ça va, il y a pire qu'à la maison. » et tout. Donc, finalement... Ça les rassure. Ouais, ça les rassure. Ouais. Alors à part ça, vous faites de la radio avec Frédéric Lopez donc sur France Inter, de la télé dans Le Before, l'émission de Thomas Touroud, qui est le Before du Grand Journal, évidemment, sur Canal+. Ouais. Vous présentez des pastilles humoristiques intitulées Les OO de Nora. Le pitch, c'est une fille qui appelle une chatte, on peut dire. Bah, ouais, c'est le pitch d'une nana qui est un petit peu névrosée et qui veut tout contrôler. Et à chaque fois qu'elle essaye de tout contrôler, il y a un moment qui dérape. Ouais, qu'il faut pas. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Et vous voulez pas qu'on fasse un jeu? Oh mon Dieu, j'ai du post-it! Oh non, ça va là. Les filles sont jolies, juste de temps en temps. Oui. Ah, c'est moi de commencer, d'accord. Est-ce que je suis un humanoïde? Oui. Ouais. Est-ce que... Vas-y, là, Est-ce que j'ai une queue de chat? C'est quoi ces questions de merde? Est-ce que je suis une femme? Oui. Vas-y, là! Oui. Ok. Est-ce que je suis vivante? Oui. Ok. Est-ce que je suis connue? Oui! Non, pas du tout. Bon, allez, on passe à autre chose. À moi. Est-ce que je suis grosse? Oui. Voilà. Léo de Nora. Ça passe donc dans le Before de Thomas Touroud, juste avant le Grand Journal. Alors, on va rester dans le mood. On va faire une interview, les OO de Nora. Jingle. Alors, quelle est la phrase à ne pas dire à un homme? Ah, pas trop de champagne, je suis sous antidep, ça risque de... Ouh. Quelle est la phrase à ne pas dire à table? C'est bon, ça, c'est picard, non? Quelle est la phrase à ne pas dire à ses parents? J'ai rencontré un mec avec une bite énorme. T'as vu comment elles sont, les filles, maintenant, hein, Eddie? À ne pas dire. Quelle est la phrase à ne pas dire à ses grands-parents? Ça vous ferait plaisir que je fasse un sketch à votre enterrement? Quelle est la phrase à ne pas dire à un flic? Mais à la base, vous vouliez faire quoi à la base? Quelle est la phrase à ne pas dire à son banquier? Je m'appelle Nora Mzaoui et je suis comédienne. Quelle est la phrase à ne pas dire à un fondamentaliste? Écoute, tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin quand même. Hein. Claude Lucien Moine, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Mitchell, c'est une idée de votre manager Jean Fernandez. Oui. Mais Eddie, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas à cause d'Eddie Cochrane, mais à cause d'Eddie Constantine. Exact. Donc vous regardiez les films, les aventures de Lemmy Cushion. Voilà. Déjà le cinéma. Alors, vous avez toujours été chanteur, dès l'époque des Five Rocks, même avant les chaussettes noires. Vous avez déclaré, le chanteur, c'est celui qui n'a pas d'ampli à porter. Ouais. Ouais, c'est quand C'est même une les bonne mains dans raison les d'être poches. chanteur, oui. C'est ça. Alors, 53 ans de carrière, toujours la banane. Si on compte en bombe de lac, ça fait combien? Je sais pas. Je sais pas du tout. Regardez, vous avez toujours eu ce look banane, hein, c'est incroyable. Vous êtes beau en vieillissant, moi, je trouve. Bon, bah c'est gentil. Non, ça, tu trouves pas, Frédéric, toi qui t'y connais? Alors, vous avez une devise, Eddie Mitchell, c'est on peut plaquer une femme, mais pas ses cheveux. Hein, bon, la santé, ça a l'air d'aller. Hein. Ça va. Quand je l'ai connu, vous fumiez 3 paquets de clopes par jour, vous buviez une bouteille de Chivas par jour, et maintenant vous faites 3 fois 1h30 de gym par semaine. Exact. Bonne Et je ne idée, fume plus. bonne idée.
Donc ils ont fini par vous avoir, vous aussi, sur les cigarettes, quoi. Vous imaginez Humphrey Bogart avec un patch? Ah non, non. Alors, vous pourriez refaire des concerts, là, aujourd'hui, non? Non, attends, il a décidé d'arrêter il y a 2 ans. Non, là, pour le moment, non, non. Pour le moment. Non, non, je dis pour le moment. Enfin, les tournées, non. Ouais. Le concert, Un petit peut-être, concert, mais, ouais. mais- En fait, Eddie a décidé d'arrêter de faire des concerts quand son public lui demandait de chanter plus fort. Ils n'entendaient rien. Mais vous faites quand même des concerts. Là, vous êtes à l'île de Ré, là. C'est qui, ça? Un petit concert dans un bistrot. C'est plus fort que vous, hein. C'est qui, ça? Vous vous reconnaissez, là? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est sûr, c'est un sosie. Alors, Eddie, vous sortez votre 35e album, s'appelle Héros, Ouais. que vous avez enregistré entre Paris et Los Angeles. Alors là, il y a un nombre de mecs. Il y a d'abord Steve Cropper, Ah oui. qui est quand même le blanc de la Stax. C'est celui qui accompagnait Otis Redding à l'époque, Ouais, hein, ouais. c'est pas Et qui rien. écrivait les chansons avec lui. Ah ouais, Steve Cropper, Charlie McCoy, donc, qui est l'harmoniciste Bien de sûr. Bob Dylan, Booker T, Jones de Booker T and the MGs. quoi, Bien quand même. sûr, ouais. Voilà. Mais vous faites un duo avec Nolwenn Leroy. Ouais. Vous avez été impressionné? Bien sûr, oui, oui. Parce qu'elle a un univers, elle chante divinement bien, donc... Ouais, ouais. c'est une Et alors, il y a belle Jean rencontre. Dujardin sur votre album. Oui, 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 parce que Jean a accepté, parce que j'ai fait un exercice de style que j'avais trop l'habitude de faire, de présenter les musiciens, toute la troupe qui m'accompagnait, et j'ai demandé à Jean de le faire, et de l'a fait avec ravissement. Ouais. et Ouais. était- C'est votre copain Dujardin? Oui, Il est sympa, hein? Ouais. Ouais. Alors, dans Le goût des larmes, vous parlez des fins de mois difficiles. ah bah c'est une chanson moi, qui rappelle mon enfance, parce que bon, j'ai eu une enfance très très heureuse, mais au niveau pognon, c'était grave, quoi. Donc la fin de mois arrivait le 15, quoi, Ouais. comme ça arrive souvent. Et donc on se serrait les coudes, quoi. Et alors, dans Les vrais héros, vous rendez hommage à l'homme de la rue. C'est un peu working class hero, finalement. C'est ça. Hein? Oui, oui, bah, c'est mieux que tous les héros qui ont des collants maintenant, quoi. Je veux dire, Superman, Batman, Ouais. alto collant, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. On a besoin de ces héros pour nous sortir des ghettos. Pas de mégalos qui en font de trop. Nous, on veut de vrais héros. Oh, oh. Voilà, Héros, c'est le titre du 35e album d'Eddie Mitchell. Votre voix n'a pas changé, c'est incroyable. Hein. Vous avez toujours la même voix. Ah, je préfère. Hein. Ah ouais, non, mais c'est formidable. Hein. J'ai pas changé, non. Attendez, on me dit un truc, là. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui appellent, qui vous demandent d'enlever votre nez parce qu'on n'arrive pas à vous voir derrière. Sympa. Bon, Eddie, Ouais. on va se faire une interview tout full camp, d'accord? Ok. Jingle. Est-ce que le rock, c'était mieux avant? Bah, le rock, ça s'est arrêté en 59. Le rock'n'roll, j'entends. Ah, le rock'n'roll, parce qu'après, il y a eu le rock. Ah oui, mais Tino Rossi en faisait aussi, donc... La télé, c'était mieux avant? ça, je sais pas, j'ai jamais tellement connu, ça. Alors là, La politique, c'était mieux avant? c'est pas mon truc non plus, ça. Le foot, c'était mieux avant? C'est pas non plus mon truc. Il y a un truc qui est votre truc. Le sexe, c'était mieux avant? Ah bah, c'était formidable, monsieur. Ardisson, c'était mieux avant? J'ai préféré... J'ai vu tout à l'heure des images quand même un peu plus flatteuses. Ah, l'arrêt sur le côté? Oui, oui, Ah, vous oui. préfériez ça? Ouais, ouais, Vous êtes ouais. réactionnaire. La promo, c'était mieux avant? C'est bizarre parce qu'avant, on vendait plus de disques, on en faisait moins. Maintenant, on en fait beaucoup plus, en promo, j'entends, et on vend moins de disques. Ouais, c'est incroyable. Hein. Les impôts, c'était mieux avant? Bah oui, puis c'est pas... puis j'ai bien peur que... Que ça soit pire après? Ouais. C'est possible. Être français, c'était mieux avant? Je sais pas, on est... Parce qu'on parle maintenant tellement de l'Europe, Ouais. donc on est européen, on n'est pas plus Ouais. français qu'autre chose. Ouais. hein. Grâce à Quel l'euro, effet ça fait peut-être. de se sentir européen? Eh ben, ça fait qu'on peut se promener. Ah. Je parle pas fiscalement, sincèrement. Michel Onfray, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Michel, pour un livre exceptionnel, un gros carton en perspective. On ferait l'amour. Il est bien. Faites attention parce que mon éditeur va me le commander, celui-là. Ah oui, ils sont à l'affût.
C'est vraiment le livre que tout le monde attendait. Et vous publiez également, alors un livre plus dans votre veine habituelle, évidemment, puisque c'est le tome 5 de votre journal hédoniste, intitulé « Le magnétisme des solstices », 38 textes, des réflexions, des articles, des pamphlets, où vous développez vos thèmes habituels, l'athéisme et l'hédonisme. Bref, vous continuez à exposer votre philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Luc Ferry adore cette chanson. Il a raison, c'est un peu nietzschéen, être accepté comme je suis. Voilà, c'est nietzschéen. Amel Bent est nietzschéenne. Elle ne le savait pas, mais... Non. Alors, vous dites que les religions sont des mensonges pour les enfants que l'on raconte à des adultes crédules. C'est pas la définition du socialisme, ça? C'est une religion aussi, et c'est une définition qui marche aussi en matière de politique, oui. Ouais. Mais on peut être un athée de la politique, ce qui est mon cas. Il y a des croyants de la politique, beaucoup aussi. Donc Dieu n'existe pas, dites-vous? Voilà. Mais c'est marrant parce que ce barbu assis sur un nuage comme ça, dans un paradis tout blanc, moi, ça avait l'air sérieux, non? Ça avait l'air, oui, mais enfin, ça a montré ses limites. Ça a des limites, évidemment. Alors, vous êtes athée. Voilà. Vous ne croyez à rien. Si, je crois que Dieu n'existe pas. C'est beaucoup. Par ailleurs, je crois que toutes les religions nous disent que la vérité de ce monde-ci est dans un autre monde. Moi, je crois l'inverse. Je pense que la vérité de ce monde est ici et maintenant. Et qu'on nous fait rater notre existence en nous disant « vivez cette existence dans la perspective d'un ciel ou d'un enfer qui n'existe pas ». Donc moi, je fais un travail de philosophe, le contraire d'un travail de curé, normalement. Et je pense que la raison devrait faire la loi et pas la foi ni la croyance. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, Michel, quand vous étiez petit? Vous étiez violé par un curé, non? Non, parce que vous êtes tellement anti-curé, non? Non, je ne suis pas anti-curé, non. C'est eux qui sont anti-onfrés. Mais j'ai failli, ceci dit, j'ai été 4 ans... Moi aussi, j'étais dans une école catholique, ça a failli m'arriver. Dans un orphelinat, oui, il y avait des prêtres pédophiles. Il faut se méfier. Pléonasme à l'époque, mais... Pléonasme. À l'époque, je vais pas, ça ne m'est pas arrivé, c'est arrivé à d'autres, mais enfin c'était la terreur quand même. Mais c'est pas ça, non. Moi, j'ai cessé de croire en Dieu en même temps que j'ai cessé de croire au Père Noël, donc bien avant l'orphelinat. Alors, il y a une définition de l'hédonisme qui est la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir. C'est ça. Oui, mais ça fait pas la part à autrui, ça, et ça me gêne un petit peu. Il y avait une belle phrase de Chamfort qui disait « jouir et faire jouir sans faire de mal, ni à toi ni à personne, voilà toute morale ». Oui. Il y a une phrase de vous, c'est « le connais-toi toi-même » de Socrate doit aussi fonctionner sur le terrain sexuel. Oui, parce que le livre que je n'ai pas écrit aurait pu aborder ce problème-là. On ferait l'amour, voilà. C'est votre prochain livre. Et effectivement, il n'y a pas d'érotique chrétienne. Il y a des érotiques chinoises, hindoues, il y a des érotiques sur taoïstes. Enfin, le christianisme nous dit pas d'érotisme. Donc je dis effectivement, ça fait quand même une grosse névrose. C'est vrai, oui. Voilà pourquoi il y a tant de perversion dans les pays catholiques. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'introduis juste un petit bémol. C'est que moi, je me sens plus agnostique qu'athée. C'est-à-dire, je ne peux pas nier totalement l'existence de Dieu, peut-être parce que j'ai eu une éducation, etc. Et je ne me reconnais dans aucune religion. En revanche, je reconnais le message culturel des religions. Voilà. Michel Onfray a dit « Un libertin, c'est quelqu'un qui baise. Un libéral, c'est quelqu'un qui te baise. » Non, je ne l'ai pas dit, mais je souscris. Prenez-le. Prenez-le, je vous le donne. Non, mais je n'utilise pas ce vocabulaire-là, mais dans l'idée... oui, c'est ça, hein. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez signé le manifeste des 343 salauds? Surtout pas. Sur le thème « Touche pas à ma pute ». Oui, surtout pas. On m'a proposé, j'ai évidemment refusé, non. Moi aussi. Tiens. Moi, je trouve ça con. Non, franchement, je ne me suis pas forcé pour pas signer. Bon. Non. Je pense qu'aucune prostituée ne fait ça de gaieté de cœur en disant j'ai choisi ce métier, je trouve ça très bien. Non, je pense qu'on y est par défaut. Je suis pour toutes les sexualités possibles et imaginables pourvu qu'elles soient consentantes et pas tarifées. Frédéric, je vous en parle pas, parce que... Parce que quoi? Parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que moi, je suis maintenant très loin de tout ça. Et surtout... Non, mais n'en parle pas, Frédéric. Oui, voilà. On a dit qu'on n'en parlait pas. Ben, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ben voilà, on n'en parle pas. Vous n'avez pas signé? Non, ben voilà. Non, j'ai pas signé le manifeste parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Entre des femmes qui réclamaient le droit à l'avortement et qui parlaient d'une véritable souffrance et des mecs qui disent, pour parler vulgairement, on veut continuer d'aller aux putes, c'est pas du tout la même chose. Bien. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Anna Cabana, journaliste au Point sur BFM TV, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, Valls, Premier ministre, point d'interrogation.
Faut-il nommer Manuel Valls Premier ministre? Quand on interroge les Français, ils trouvent que Valls est courageux, déterminé, rassurant, bref, tout le contraire de Hollande, qui pendant ce temps bat des records d'impopularité. Alors, puisque 9 Français sur 10 réclament du changement, pourquoi ne pas changer de Premier ministre? En attendant une éventuelle inversion de la courbe du chômage, Hollande est paralysé par la peur. Il a peur des lycéens, du ras-le-bol fiscal, d'une poignée de Bretons énervés. Résultat, le président tremblote toute la journée dans son bureau sans décider de rien. Si ça ne change pas avant les élections, le PS va prendre une raclée aux municipales. Et si en plus le FN devient le premier parti de France aux européennes, Hollande deviendra le pire président de la Ve République. Pour avoir une chance d'être réélu en 2017, Hollande doit donc absolument se protéger de l'usure du pouvoir. Et pour ça, rien de tel que la méthode Chirac. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, Hollande n'a qu'à dissoudre. Le PS sera battu à pleine couture, Copé devient Premier ministre, il forme un gouvernement de droite qui devient hyper impopulaire, et là, Hollande peut espérer bénéficier de l'effet 21 avril et se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Du coup, il serait réélu à plus de 80%, comme Chirac en 2002. Mais par rapport à Chirac, Hollande a un avantage. S'il veut cohabiter avec quelqu'un de droite, il lui suffit de nommer Manuel Valls. Avec 70% d'opinion favorable, Valls est le préféré des sympathisants de droite, juste derrière Juppé et Sarkozy. Comme Sarkozy, il a choisi d'être chef de la police. Comme Sarkozy, sa femme fait la une des magazines People. Comme Sarkozy, il fait sa promo en Camargue cet été. Bref, si Hollande nomme Valls à Matignon, ce sera comme une petite cohabitation. Et pendant que Valls s'usera au pouvoir, Hollande se contentera de saluer la foule, façon reine d'Angleterre. Rien de tel pour redevenir populaire et peut-être avoir une chance d'être réélu en 2017. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Anna Cabana, bonsoir. Vous êtes journaliste au Point et éditorialiste sur BFM TV. Bienvenue parmi nous. Alors la France a peur. Pas peur d'un tueur d'enfants comme du temps de Roger Giquel. La France a peur de tout. Immigration, chômage, impôts, pollution. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas de papa pour la rassurer. Le pire, c'est que papa aussi a peur. Et ça, c'est terrible quand papa a peur. Alors on pourrait s'interroger sur un système, finalement, qui permet à François Hollande, de toute évidence, pas taillé pour l'aventure, de se retrouver à la tête de la 5e puissance mondiale, non ? Vous savez, François Hollande, il était très content de lui jusqu'à il y a peu de temps. C'est-à-dire qu'on avait beau nous tous dire que ça se passait mal, que c'était un président du consensus mou, que c'était la gauche molle, hein, l'expression de Martine Aubry, qui était reprise, y compris par ses ministres. Et bien lui, il était ravi. Il avait une forme de béatitude. Non, mais moi, je ne l'ai jamais vu aussi content de lui-même que depuis qu'il était président. Et ça, ce qui a changé, c'est l'affaire Leonarda. C'est-à-dire que l'affaire Leonarda a changé l'idée qu'Hollande se fait de lui-même parce que pour la première fois depuis le début de son mandat, il pense qu'il s'est planté. Il pense qu'il aurait... Il pense qu'il s'est planté que sur Leonarda. C'est ce que je veux vous dire. Je pense que c'est quand même une information. Oui, c'est une info. Et à ce moment-là, eh bien, lui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et à partir de là, eh bien, il réfléchit à changer. Alors, il sait pas très bien quoi changer. C'est une bonne nouvelle, déjà, s'il s'en rend compte. Oui, mais il s'en rend compte, mais il ne sait pas quoi changer. Alors, au début, c'était la com élyséenne, c'était les conseillers élyséens, ça pouvait être les ministres. La seule chose que, pour l'instant, il ne semble pas encore réfléchir à changer, c'est pourtant ce qui pourrait être intéressant, c'est le Premier ministre. Frédéric, est-ce qu'il est taillé pour l'aventure? Je ne suis pas pour le Hollande bashing. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu ce qu'a donné la haine anti-Sarkozy. Je ne suis pas d'accord avec ça. François Hollande est certainement un homme beaucoup plus compétent qu'on ne le dit. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il est représentatif de cette technostructure de gens qui ont fait l'ENA, qui ont été dans des conseils, etc., et qui finalement ne se sont pas frottés à la vraie vie. En période de graves difficultés ou de graves problèmes, comme il y a eu par exemple avec le Mali, sa réaction a été bonne. Alors on peut pas, il faut lui laisser quand même encore un peu de temps avant de procéder à cette exécution, moi je trouve. Eddy? Moi j'y suis pour rien. Hein. Moi j'ai un alibi. Hein. J'ai un alibi. J'étais pas là, j'enregistrais. Moi j'étais pas là. Vous n'avez pas voté pour lui? Pourtant vous étiez, attendez, vous étiez de gauche quand même, vous. Oui, bien sûr, mais bon, bah, je suis de gauche comme tout le monde. Comme les chanteurs. Non, mais non, c'est pas une question de chanteur. Non, le cœur est à gauche, effectivement. Mais là, c'est atterrant, quoi, c'est vrai, quoi.
ce qui est marrant avec Hollande, c'est les qualités qui l'ont amené au pouvoir, c'est-à-dire la normalité, la bonhomie, le sens de la synthèse. Mais Thierry, tout est de la faute de Nicolas Sarkozy. Il faut bien Pourquoi voir une chose, parce que si on a François Hollande, eh bien oui, c'est parce qu'on a eu Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que précisément, on a cherché l'inverse de l'outrance, l'inverse de l'emphase. Au fond, cette espèce d'hyper-virilisme politique qui était touche-à-tout, qui a hystérisé le débat, la France, la gauche, la droite, le centre, les journalistes, etc. Il a hystérisé aussi Frédéric Mitterrand, je crois qu'on peut le dire. C'est plus normal. Et donc, maintenant, avec Hollande, on s'ennuie, on trouve ça mou. Ça veut dire que donc, du coup, ça marche toujours comme ça. Et puis on va se lasser, on va aller chercher l'extrême une fois que ce sera. Enfin, c'est toujours, on cherche toujours. Va émerger. Alors on ne sait pas, on peut inventer une personnalité politique qui. Anne a dit une chose très, très, très juste. On s'ennuie. On s'ennuie en phase dépressive. Moi, c'est ça. Voilà. Il y a un truc dépressif comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie du dos rond, là, lui, il est là, il attend que ça se passe. C'est même du plus, planqué, il attend et il espère effectivement l'inversion de la courbe du chômage. Mais en fait, les gens, ils veulent Superman et ils ont super mou, en fait. Non, mais c'est vrai. Le président normal, ça n'existe pas, un président normal. Si on est président, on n'est pas normal. Alors, on va voir les solutions. Hein. Il y a la dissolution. Alors, première solution, c'est ce que disait Blacot. Donc, Copé, Premier ministre, il devient rapidement impopulaire, évidemment. Déjà, il l'est avant même de commencer. Et en 2017, Hollande se retrouve face à Marine Le Pen et il gagne. Oui. Bon, mais la dissolution, faut pas... C'est pas idiot, hein, ça. Chirac, il a dissous. Oui, mais il a fait une grosse connerie. Parce qu'il a été élu en 2002, figurez-vous. Oui, oui, mais enfin, la dissolution, c'est pour des situations vraiment dramatiques. Vous êtes pour la dissolution, vous? Non, c'est complètement électoraliste. On verrait bien qu'effectivement, ça se fait pour ça. Et je crois qu'il y a déjà une espèce de rupture entre le peuple et son président. C'est pas utile, il faut renouer le Vous pensez que les gens s'apercevraient de la supercherie? Oui, absolument. Mais la première fois, ils s'en sont pas trop aperçus, hein? Oui, mais justement, ils sont informés, là. Parce qu'Hollande, en fait, la seule chance qu'il a, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen. On est bien d'accord? Ah oui. Enfin, est-ce que c'est son but? Il ne faut pas non plus rabaisser tout le monde. On peut aussi croire qu'un certain nombre de politiques ont une vision de la France et qui ne pensent pas uniquement à leur pouvoir. Non mais Hollande, c'est un homme qui n'a pas peur des petits coups. Hein. Je veux dire, il aime bien la politique aérienne, François Hollande. Hein. Il se prend pour Mitterrand quand il fait ça, bien sûr. Voilà, et en plus, alors, il pense qu'il le fait avec une sorte de malin, qu'il est florentin. Malin, exactement. C'est-à-dire que Hollande, on le prend pour un gentil, mais Hollande, il est tout sauf gentil. Hein. François Hollande n'est pas un homme gentil du tout. Il est même, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy passait pour un monstre méchant. Nicolas Sarkozy, il tue personne. Il laisse les gens saigner au bord de la route et il tue c'est pas un vrai killer, tu vois, Michel. François Hollande, je peux vous dire, il ne laissera personne saigner au bord de la route. François Hollande, il repassera avec la voiture. Voilà. Il recule, comme dans Les Sopranos, il recule avec la voiture. Pour être bien sûr. Voilà, la dissolution, ok, ça pue un peu quand même. Alors, le remaniement. Alors, quels sont les potentiels premiers ministres s'il y avait un remaniement? Il y a Cazeneuve, il y a Le Drian, il y a Rebsamen et il y a Aubry. Mais Aubry, elle n'ira pas. Ah, Aubry, attendez, Aubry, c'est Hollande qui lui proposera pas. Ouais, d'accord. C'est très différent parce que elle aurait pas dit non, Aubry, hein, s'il lui avait proposé le poste de Premier ministre. La première fois. Mais il n'a jamais proposé à Aubry d'être Premier ministre et il n'y pense même pas. Ah, ouais. On aurait vraiment deux visions assez antinomiques de ce qu'est la politique, de ce qu'est la gauche de gouvernement, de ce que doit être une politique économique et sociale de gauche. Oui, elle est moins social-libérale que lui. Et en plus, il se supporte pas. Lui, il la traite de menteuse, elle le traite de lâche. Mais en vérité, si on en arrive au stade de rechercher l'homme providentiel, mais il n'y en a qu'un seul, c'est la femme providentielle, c'est Martine Aubry. C'est la seule qui a véritablement la force, l'intelligence, l'ambition, les capacités de tenir dans une période de crise très grave. Non, c'est cosmétique tout ça. C'est cosmétique. Ah non, on ne peut pas dire ça. Si. Ce sont des gens qui défendent la même vision du monde et des choses. C'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est l'euro. C'est la même chose que Sarko, globalement. C'est une espèce de même monde. Je crois qu'il faut refonder un contrat social, mais sûrement pas ce contrat social qui a exclu le peuple. Les minorités sont aujourd'hui majoritaires. Aubry, c'est blanc-bonnet avec héros. Absolument. Et bonnet blanc. Oui. Alors, reste Manuel Valls. 75% d'opinion favorable. Il est ministre de l'Intérieur comme l'ont été Clémenceau, Mitterrand, Villepin, Sarkozy. Il a une image intacte. C'est le Superman du moment. C'est le Superman. Voilà. Alors évidemment, il y a des problèmes. J'imagine que le Parti Socialiste ne serait pas trop d'accord, que l'extrême gauche et les Verts ne seraient pas d'accord non plus, j'imagine. Mais c'est quand même le seul aujourd'hui qui apparaîtrait comme possible, non?
Oui, mais c'est précisément pour ça que pour Hollande, c'est pas possible de le nommer Premier ministre. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un Premier ministre qui a 70% d'opinion favorable et lui être autour de 25. Je veux dire, là, on a quelque chose qui politiquement... Il deviendrait la reine d'Angleterre, il deviendrait comme René Coty. Mais attendez, ça lui va Souvenez-vous de René Coty. Oui, mais ça lui va pas du tout à Hollande, le truc de reine d'Angleterre. Il veut pas être René Coty. Ça lui irait beaucoup mieux d'être Premier ministre, en vérité. Je veux dire, dans le tempérament politique de Hollande, c'est quand même un type qui est Premier ministre dans l'âme, au fond. C'est un stratège en même temps, Hollande. C'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il veut calciner Manuel Valls, il suffit qu'il le nomme là. Quand Mitterrand a fait ça avec Rocard, il savait très bien que c'était là. Voilà. Ouais. Est-ce que Valls accepterait finalement de sauver le soldat Hollande? Oui, non, mais Valls, il accepterait de devenir Premier ministre parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, non mais aujourd'hui. Mais ça va le griller pour 2017 si... Oui, mais il ne résistera pas à cette tentation-là. Pour une raison très simple, c'est que Valls, il a un calendrier pour être présidentiable qui est long. C'est-à-dire que Valls, quand il arrive place Beauvau, il a 10 ans pour aller à l'Élysée. C'est son calcul à lui. Il dit qu'il faut attendre encore 8 ans. Et 8 ans, ça donne envie d'être Premier ministre entre-temps. Ça vous irait, Valls? Moi, je le vois trop en shérif. Moi, non. Il n'est pas de gauche pour vous, quoi. Il se comporte comme Sarko, comme un shérif, quoi. C'est même, moi, je le vois plutôt du côté FN que gauche, moi, oui. La solution, c'est pas de gouverner quand même aux indices de popularité en permanence. Peut-être, si le temps montre qu'il a des capacités pour gouverner là où il est, un peu plus importantes que celles de faire des coups médiatiques, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Michel? Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité pour Hollande de le tuer. Mais il y a pour Valls la possibilité de tuer Hollande aussi. C'est-à-dire que s'il arrivait comme Premier ministre, il pourrait faire savoir qu'un an ou un an et demi après, il ne peut vraiment pas mener la politique qu'il a envie de mener et faire comme Chirac avec Giscard en disant « je m'en vais, je suis un recours, je suis présent, j'ai vu comment fonctionnaient les choses ». Et il y a ça, c'est-à-dire ils peuvent tous les deux y aller, l'un pour tuer l'autre, l'autre pour tuer l'un. Donc il n'y a pas de solution. Donc là, personne n'a une solution. La solution est d'autant plus inquiétante que la droite est atomisée. Donc, et que le pays continue à s'enfoncer dans une situation de crise. Donc on va se retrouver avec Mme Le Pen à 25%, la droite divisée et le Parti socialiste sans leadership. C'est quand même un peu dur, tout ça. Quand Nicolas Sarkozy fait ce constat, ensuite il dit il n'y aura plus que moi. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Les Français vont-ils rappeler celui qu'ils ont viré il y a un an? C'est bien possible. Anna, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Cathy Cavallero, bonsoir. Bonsoir. Alors, Cathy Cavallero, vous êtes aide-soignante depuis 30 ans. La mort fait partie de votre vie professionnelle depuis toujours. Mais un jour, vous êtes foudroyée par un AVC et plongée dans un coma profond. Quelques minutes plus tard, vous connaissez une expérience de mort imminente. On dit aussi NDE, Near Death Experience. Vous nous raconterez ça à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Alors, c'est un moment assez important. Nous sommes le 9 novembre. C'est une date vraiment très importante. Enfin, pour l'Allemagne. Parce que c'est un 9 novembre qu'a été proclamé la République de Weimar, qu'a échoué le putsch de Munich et la chute du mur de Berlin. Ah ouais. C'est vrai. En France, le seul truc qui soit arrivé un 9 novembre, c'est la naissance de David Guetta et Jennifer. C'est à ce genre de détails que tu dis que ça sert à rien de se tirer la bourre avec l'Allemagne. On peut pas être compétitif, même en histoire. Bon, le 9 novembre, c'est aussi la mort du général de Gaulle en France. Comme quoi, un de perdu, un de perdu. En ce moment, le temps est à l'orage. C'est un peu... Les masses celtes grondent aux portes du royaume. C'est un peu angoissant. Alors, à tous les niveaux, les gens perdent leurs repères. C'est par exemple l'histoire de cette dame qui a démissionné du FN parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des racistes parmi les militants. Mais enfin, il faut bien adhérer au FN pour des raisons valables. Non, mais quand même, il y a plus de soleil, il y a plus de soleil. Même NKM a sorti son programme pour Paris. Un programme qui fait rêver. C'est la mesure phare, prolonger d'1 heure l'ouverture des métros la nuit. Ah ouais. Ah ouais, c'est chouette. Grâce à NKM, dans le métro, on aura droit à 1 heure de plus pour se faire racketter. Merci, Nathalie. Alors, c'est pas la seule idée. Elle veut aussi abolir la frontière du périphérique. Elle est au courant que la Seine-Saint-Denis, Montreuil, Saint-Ouen, ça fait partie de l'espace Schengen. C'est ça. Non, mais c'est vraiment dramatique. Tout le monde est déboussolé, mais moi, je suis extrêmement mal. J'ai perdu ma muse. Leonarda est partie. Oui.
Moi, cette meuf, elle a changé ma vie. Il y a 2 semaines, on tenait quand même la famille défouloir idéale. Il n'y avait rien à faire, fallait juste, tu vois. Et depuis qu'elle est partie, bam, retour du racisme ordinaire. C'est mathématique. Ce que se prennent en ce moment les Noirs et les Arabes, c'est tout ce que se prennent plus les Roms. Oui, c'est vrai. C'est les vases communicants. Alors, il y a bien eu les manifs des lycéens, mais bon, c'est un fiasco. Bon, c'est normal. Sur le parcours, il y avait trop de McDo et de Starbucks, alors... Puis il pleuvait, c'est un facteur. Tu sais, dans mai 68, il y a mois de mai. Oui. Ça n'existe pas, un mouvement lycéen du mois de février, novembre. Les manifs, c'est comme les moules, il y a des mois pour en manger. Et de temps en temps, on s'envoie des messages Facebook avec Leonarda. Elle a le blues, hein. Elle m'a envoyé une photo d'un portique écotaxe avec la phrase « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?» Je veux dire, même Hollande, depuis cette affaire, c'est devenu monsieur pas de bol. Alors, jeudi dernier, la Commission européenne a déclaré qu'il y aurait plus de croissance en France que prévu, mais avec plus de déficit et de chômage. Il n'en rate pas une. Le mec, il vient d'inventer le chômage qui résiste à la croissance. C'est plus une politique économique, c'est une maladie nosocomiale. Hein. Alors, pendant ce temps, la droite espère, hein, on leur fait le coup de l'ex qui va revenir, Sarkozy, tout ça. Alors, il y a eu un documentaire extraordinaire sur D8. Enfin, c'est pas un documentaire, on dirait plutôt une vidéo pédagogique intitulée « Le cadrage, tout ce qu'il ne faut pas faire hein. ». Bon, les images sont assez terribles. Sarko au téléphone pendant que Carla joue de la guitare. En fait, le mec, il n'a pas épousé un mannequin, mais un concert privé. On aurait dit André Manoukian qui se fait harceler par une candidate recalée à la Nouvelle Star. Mariage pour tous. Dans cette période un peu terne marquée par le racisme et la colère, il y a Bayrou, Borloo qui se sont dit oui. Beau message envoyé à la diversité, tu sais, le Béarnais bègue qui se tape le ch'ti hédoniste. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, leur mariage, ça m'a fait l'effet de 2 clochards toxicomanes qui se foutent au doigt une capsule de canette en se disant « Je t'aime, mais elle est où la dose ?» tu sais, Mode. Martine Aubry se bat comme une lionne pour que la Redoute ne ferme pas. Bon, c'est normal, c'est affectif. Hein. On se bat toujours pour son couturier préféré. Prostitution. Alors, ils vont vraiment pénaliser. Hein. Ouais. Ça va vraiment se faire. Ouais. Ça va faire tourner la tête de toutes les prostituées. De voir leurs clients prendre une amende de 1 500 €, là, ça va... Avec cette mesure, tout ce qu'on va voir, c'est que les prostituées du périph' vont se prendre pour des escortes du 8e. Automobile, le PDG de Peugeot a été cambriolé et s'est fait piquer 70 000 €. 70 000. Alors bon, il était un peu dégoûté parce que malgré leur présence sur la commode, personne n'a piqué les clés de sa 406. Foot. Grève. Voilà. À cause de la taxe, 75%. Bon, j'ai regardé un peu la physionomie financière de la Ligue 1. Alors, à Ajaccio et Bastia, il y a une seule personne qui gagne au minimum 1 million d'euros par an. Ouais, c'est l'arbitre. Technologie. Une application pour smartphone pour dénoncer les actes islamophobes. Ça existe. Alors, pour dénoncer les actes christianophobes, c'est plus compliqué, parce qu'en général, quand ça t'arrive, t'as plus de portable. Restauration. Chez Coste, on place les moches au fond pour les cacher et les beaux devant, pour montrer que le lieu s'adresse à des gens raffinés. Au flunch, c'est l'inverse. Faut appeler. Gastronomie toujours. Un couple meurt après avoir mangé des champignons vénéneux. On n'insistera jamais assez sur la nécessité d'une bonne hygiène intime. Nous les hommes. Bonne nouvelle. Alors on a retrouvé un corps dans la Seine et un crâne dans la baie d'Antibes. Putain, c'est impressionnant le réseau hydraulique français. Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. Terrien, vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant
à notre invité du samedi 20h. Cathy Cavallero, rebonsoir. Vous êtes née à Toulouse le 15 octobre 1962, père technicien chez AZF, mère employée à la mairie et un frère plus jeune. La maison dans laquelle vous grandissez appartient à la famille depuis 2 siècles et demi et elle jouxte un cimetière. Alors, même si vos copines refusent de venir dormir chez vous à cause des fantômes, des revenants, des feux follets et du diable, vous, ça vous dérange pas du tout? Ça fait partie de mon quotidien. Ces gens-là ne sont jamais venus me voir chez moi. Vous n'êtes pas fasciné par la mort? Pas du tout, absolument pas. En revanche, vous êtes une petite fille pleine de vie, sportive, un peu garçon manqué. J'étais plus à l'aise en pantalon et en short et en tennis qu'en robe et qu'en jupe. Alors, à 18 ans, vous avez votre bac D et vous découvrez le monde médical à l'adolescence à travers 2 grands-tantes, infirmières en psychiatrie à Toulouse. Et après le bac, donc, vous décidez de vous lancer dans la carrière. Alors, votre premier contact avec la mort, vous vous en souvenez comme c'était hier, c'était un jeudi, à 7h30 du matin, et on vous dit, il faut aller voir le mort. Et là, vous êtes terrorisé à l'idée de voir quelqu'un de mort, vous avez 19 ans, hein. Mais en fait, vous découvrez que le visage est assez serein, et par chance, la personne en question n'était pas complètement froide. Tout à fait. Et effectivement, quelque part, ça m'a un petit peu rassurée et moins impressionnée. Alors là, vous apprenez la gestion d'un mort, hein, le déshabillage, la toilette, l'obturation des orifices. On croise les mains sur le ventre. Ça fait partie de notre tâche. Comme la nuit suivante, vous faites quand même des cauchemars horribles, hein, Cathy? Et la nuit qui a suivi, effectivement, j'ai pas très bien dormi, j'ai cauchemardé, j'ai sans arrêt revu cette personne devant mes yeux. C'est particulier, c'est glauque. Hein. Donc après un passage dans une clinique psychiatrique, dans un poste de nuit, vous vous retrouvez dans une clinique médico-chirurgicale classique, et là, le 26 août 2000, vous êtes en vacances chez des amis, dans un petit village des Pyrénées-Orientales, vous faites du bricolage. Le soir, vous avez la tête farcie par le bruit des perceuses et des scie sauteuses. Vous sortez du garage où vous travaillez pour fumer une cigarette, et au moment où vous allumez votre cigarette, votre corps s'effondre comme une poupée de chiffon. Oui, je tombe. Et je prends ma main, je touche ce côté-ci, je sens, et je fais ça, et là, je ne sens plus. Et je me dis, tu es en train de faire un AVC. Alors évidemment, les pompiers, les médecins, le SAMU, et on vous amène en hélicoptère à Perpignan. Et c'est pendant le transfert en hélicoptère à Perpignan que vous faites une expérience donc de mort imminente, une NDE. Alors vous êtes dans l'hélicoptère, mais vous planez en fait. Je plane, oui, effectivement. Oui, vraiment. Et en fait, je n'ai plus du tout la sensation de mon enveloppe corporelle. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes évanescente? Oui. Vous êtes dans un état gazeux, comme on dit en physique, une sublimation. Oui, voilà. Je suis quelque chose qui reçoit et qui perçoit des milliers d'informations à la seconde. Et c'est extraordinaire. Et en même temps, je ne suis pas du tout impressionnée, je n'ai absolument pas peur. Vous baignez dans une espèce de bonheur général, d'amour universel, quoi. Oui, quelque chose d'infini, quelque chose d'extraordinaire. Alors soudain, vous voyez une ligne blanche se dessiner devant vous, elle passe entre vos jambes, elle s'étend jusqu'à l'infini. C'est très très lumineux, absolument pas aveuglant, absolument pas dérangeant. C'est même peut-être un petit peu rassurant quelque part de voir cette ligne. Et là, une règle vous semble évidente, si vous mettez le pied droit à gauche, vous partez. Oui. De suite. J'ai conscience que je suis en train de partir, de mourir, que je ne reviendrai pas, que je ne verrai plus les miens. Mais en même temps, je ne suis pas triste, je n'ai aucun regret, je n'ai aucun remords. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Alors, au bout de cette ligne blanche, il y a un halo blanc. Et dans ce halo, il y a une dizaine de personnes, une dizaine de silhouettes qui vous attendent, mais vous ne savez rien d'eux, vous ne reconnaissez personne à ce moment-là. J'ai du mal à distinguer effectivement si ce sont des hommes ou des femmes. La certitude que j'ai à ce moment-là, c'est que ces gens-là sont là pour m'accueillir. Ils ont l'air heureux, en plus. Donc c'est quelque chose qui m'attire
en fait. Donc, je m'approche de ce halo lumineux et de ces personnes qui connaissent ma vie sur le bout des doigts, qui connaissent tout de moi. Ça m'attire parce qu'en plus, ce sont des gens qui sont, par rapport à moi, qui sont bienveillants, qui m'attendent, qui sont là uniquement pour moi. Et Mais en même temps, vous savez que si vous approchez trop, vous allez atteindre le point de non-retour, quoi. Oui, je sais que c'est la fin, mais c'est tellement confortable et agréable. Oui, ça ne vous pose pas de problème, en fait. Aucun. Ouais. Et là, vous entendez une femme qui vous dit « On ne te veut pas. On ne te veut pas et je vais te montrer pourquoi. » Et là, vous voyez les 2 jeunes fils d'un ami d'enfance qui pleurent sur votre tombe. Oui, je vois ces 2 enfants. Ils sont extrêmement malheureux, inconsolables même. Et c'est là où, quelque part, je me dis, je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Oui, là, vous décidez de faire marche arrière, vous revenez dans votre enveloppe corporelle. Voilà. Et à ce moment-là, les bruits, les cris, la lumière vous reviennent. Oui, c'est très agressif. Je me demande ce qui se passe, parce qu'on me crie dans les oreilles. On m'a découpé mes vêtements au ciseau. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Mais pourquoi tu es revenu, quoi? Pourquoi tu es là? Votre expérience de mort imminente a duré 2 heures quand même, hein? Oui. Alors, le lendemain, vous êtes rapatrié à Toulouse. Vous avez le côté gauche entièrement paralysé. Ouais. Vous êtes incapable de parler ou de marcher. Là commence la rééducation. Vous vous dites, si ta vie, c'est d'être assise dans un fauteuil en train de t'exprimer en écrivant sur une ardoise, il aurait mieux valu rester là-bas, hein, c'est sûr. Je me suis dit, tu as 38 ans. Il te reste quand même pas mal de vie, un bon chemin à faire. Effectivement, si ça doit être ça, je ne supporterai pas. C'est tellement mieux là-bas que tu vas te débrouiller pour y retourner. Là, vous pensez au suicide à ce moment-là? Bien sûr. J'ai calculé, j'ai réfléchi à la façon dont, chez ma mère, il y a un fusil, dont je pouvais faire tomber le fusil avec un balai, le coincer entre les jambes, me poser la tête comme ça dessus et partir définitivement et ne pas me rater. Alors, par chance, votre rééducation ne durera que 8 mois. Et 1 an après, vous reprenez le travail en réanimation. Alors là, ce qui est formidable maintenant, c'est comme vous n'avez plus peur de la mort, vous expliquez à vos patients, laissez-vous aller, c'est que du bonheur, quoi. Effectivement, quand je me retrouve avec eux et qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est vraiment la fin, que... Voilà, je ne dis pas non plus à tout le monde, hein. Je dis, eh bien, écoutez, allez-y, il y a des gens qui vous attendent et c'est pas le néant. Il y a autre chose d'autre et c'est tellement mieux que ce qu'on vit ici-bas que lâcher prise. Alors, avec cette expérience, Cathy, vous n'êtes pas devenue croyante pour autant, mais vous savez qu'il y a quelque chose après la mort qui n'a rien à voir avec la religion, en fait. Vous êtes athée aujourd'hui. Exactement. Je crois à quelque chose. Effectivement, c'est sûr. Je mettrai ma main au feu et ma tête à couper. Il y a autre chose. Et il y a quelque chose, mais pas de la façon dont on me l'a appris. Oui. Il n'y a pas un grand barbu dans le ciel sur un nuage. Non. Mais vous affirmez qu'il y a autre chose après la mort. Bien sûr qu'il y a autre chose. Alors, Michel, vous y croyez pas? Non. Non. Moi, j'ai plusieurs arguments. D'abord, j'ai fait un infarctus, j'ai eu droit aussi à l'hélicoptère, j'ai fait un AVC, j'ai eu droit aussi à ce que vous avez raconté. Et il se fait qu'il y a 3 mois, j'ai perdu ma compagne d'un cancer de 13 ans. Donc, les histoires qui nous racontent qu'on vit la mort de son vivant, je ne crois pas une seconde. Il y a une explication physiologique à ces choses-là. On a un corps qui produit naturellement de la morphine. En plus du fait, vous êtes soignante, vous le savez, que les médecins eux-mêmes vous ont probablement injecté des substances pour vous calmer, qui sont des substances d'un type hallucinogène. C'est la même texture que les rêves, ce que vous avez vécu. Ce sont, ce que vous rêvez ne prouve rien d'autre du réel qu'un fonctionnement de votre cerveau. Donc je ne nie pas ce que vous avez expérimenté. En revanche, je me permets de ne pas avoir la lecture que vous proposez. La mort, ça existe. Après la mort, il n'y a plus rien. On n'en revient pas. Et voilà. Une réponse, Cathy. Quand j'en parle, je dis que je me suis approchée de la mort. Je ne dis pas que j'ai été dans la mort. Si j'avais été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, effectivement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'en serais pas. Vous disiez tout à l'heure que vous vous en servez aujourd'hui pour dire à des gens qui sont en situation de mourir qu'il ne faut pas avoir peur. Oui, mais de ne pas avoir peur. De quoi? Parce que les gens, quand moi, les patients que je rencontre... Vous en avez vu mourir, vous, hein? Bien sûr. J'ai tenu la main à une collègue de travail qui est partie, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 12 ans. C'est pas rien non plus.
Mais Et mon père est mort dans mes bras aussi. Vous savez, j'ai vu des gens mourir. Vraiment, j'étais là, j'étais présent. On projette ces fantasmes. Alors, moi, mon fantasme, il est pas religieux. La réalité, elle est athée. Et on ne voit pas forcément le réel de la même manière. Moi, je l'ai malheureusement vu. Et puis après, on peut ne pas vouloir le voir, le réel. Donc, on invente des choses du genre, je suis mort, mais je suis revenu. Il y a quand même une espèce d'impossibilité logique, rationnelle, de dire je suis mort, je suis revenu, je suis vivant à nouveau. Merci de votre témoignage, Cathy, merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Nora Hamzaoui sur scène, au gymnase et dans le Before de Canal et sur France Inter. Bossez, hein. Eddie Mitchell, l'album s'appelle Héros, Schmoll, Frédéric Mitterrand pour la récréation. Merci Frédéric. Chez Robert Laffont, Michel Onfray, le magnétisme des solstices chez Flammarion et non pas on ferait l'amour. Anna Cabana du Point de BFM TV et Cathy Cavalero, merci pour votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko et Gaspard Proust. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.